Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, un épisode spécial puisque j'ai la chance d'être accompagné une nouvelle fois de Nico alias 8 de Pique et on reçoit Richard qui est montréalais qui suit le club sur place et on va avoir un échange du coup pour parler un peu plus en profondeur du club que ce qu'on voit sur X. Donc écoutez, je vous invite tout de suite à suivre cet échange qui va être, je le suis sûr, ultra intéressant. Richard, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs puisque tu es notre invité spécial aujourd'hui en direct de Montréal? Exact. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, en fait, je m'appelle Richard Junior Luemba. J'ai un balado qui s'appelle La Troisième Demi avec deux de mes bons amis de l'université. Donc, on est trois fans de foot, en fait. On parle tout ce qui est en lien avec le CF Montréal, l'actualité foot au niveau de la section canadienne, masculine et féminine. Également, on suit à peu près tout ce qui est lié à l'actualité de la MLS, un peu comme toi, Emilien. Donc, c'est à peu près ça. Mais aussi, personnellement, j'ai joué au foot aussi toute ma vie. Donc, c'est à peu près ça. Puis sinon, je travaille dans le milieu des médias sportifs québécois. Ok, merci pour cette présentation. Alors un baladou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'un podcast en québécois Exactement. que je traduise, on va dire. Et du coup, c'est la troisième demi, c'est ça, pour dire Exact, troisième. ouais. On pourrait le traduire, ouais, la troisième mi-temps, un peu l'after, on va dire. Exact. Ok, C'est ok. la version québécoise de chez vous, en fait. OK, d'accord. Et ben du coup, on va, comme je vous disais, avant qu'on démarre l'épisode, on va parler de aujourd'hui pas mal de Montréal. Moi, Nico et puis pas mal de Français, on a suivi, la saison, plus ou moins loin. J'ai l'impression que ça a été enfin, c'est même pas que l'impression, c'est que la saison a été très compliquée, encore plus que la précédente et que le club a été un peu laissé pour compte alors qu'on voit Bologne qui performe en Italie. Quel est le ressenti vraiment à Montréal que vous avez, sur la gestion du club, de la part de ses propriétaires, quoi. Honnêtement, il y a tellement de choses à dire concernant ce club. Pas de manière positive, mais souvent du négativisme. De un, sachant qu'on a terminé la saison avec la pire fiche de l'histoire du club. Avec 6 victoires, 18 défaites et 10 matchs nuls. Donc, c'est quand même assez énorme. Après, au niveau de l'infrastructure, je sais qu'il y a eu la fameuse lettre qui a essayé de calmer le tempérament des partisans parce que ça a été assez catastrophique. Même au niveau des gradins, ça n'a pas été glorieux. Les gens étaient frustrés de la performance de l'équipe, mais aussi au niveau du travail fait par l'organisation, la direction sportive et technique. Donc, ça faisait en sorte que les fans étaient vraiment furieux. Mais, je dis bien mais, il y a un léger vent de changement parce que oui, il y a beaucoup de négativisme autour du club, mais on a quand même vu du positif au niveau du terrain. Là, je parle de la personne de Prince Owusu, qui est l'attaquant allemand, qui a décroché une sélection avec le Ghana il y a même pas 24 heures, donc félicitations à lui d'ailleurs. Mais c'est assez catastrophique comme bilan de saison. Mais le seul point positif, c'est vraiment l'éclosion de Prince Owusu avec le club montréalais. Ouais, Il y a eu Prince. quelques jeunes aussi qui ont mis le nez à la fenêtre cette saison. Moi, j'ai bien aimé Sinchuk. Je suppose qu'il a été assez apprécié par les supporters de Montréal aussi. Ouais, en effet, c'est sûr que Sinchuk, on avait quand même des grandes attentes, mais quand je dis bien des grandes attentes, c'est vraiment entre des guillemets parce que, sachant qu'il venait avec un fort prix, on avait tendance à s'enflammer un peu les fans montréalais parce que quand on voit des joueurs qui viennent de l'Europe, qui sont jeunes, on se dit, ah, c'est peut-être le prochain Messi, mais finalement, c'est pas toujours le cas, mais avec Sinchuk, on a quand même vu des beaux flashs offensifs venant de sa part. C'est sûr qu'il manque un peu de constance à certains moments, mais dans l'ensemble, on peut s'attendre à quelque chose de très positif. Outre Sinchuk, j'aimerais rajouter aussi qu'il y a eu l'éclosion de Holger Escobar, qu'on est allé récupérer à un faible prix à New England, en Nouvelle-Angleterre. Et aujourd'hui, il joue avec la sélection de son pays, puis honnêtement, ça fait très, très plaisir à voir. Il y a des bons jeunes joueurs qui émergent sous peu avec le CF Montréal. Et est-ce qu'on peut parler des gardiens aussi Ouais, et de la je vais y arriver. gestion euh,
de la gestion du front office parce que je dois t'avouer que nous, de l'extérieur, on n'a pas toujours bien compris l'arrivée. Il y a eu plusieurs arrivées de gardiens cette année. Euh, Gillière a l'air d'avoir pris la place en fin de saison. Comment vous voyez la situation gardien? Au début, je vous mentirais pas que ça a été un petit peu étrange de voir un autre gardien arriver au sein du CF Montréal, sachant que Silva avait déjà pris son aise, qui avait non seulement décroché des sélections avec l'équipe canadienne, donc on dit que c'est notre gardien numéro un, mais avec l'arrivée de Gillier, on s'est posé des questions à savoir quelles sont les ambitions de Sirois, peut-être parce que même lui avait envie de partir en Europe. D'ailleurs, il y avait même des rumeurs qu'il l'enverrait même à Montpellier, mais ça s'est jamais conclu. Mais honnêtement, c'était assez compliqué la gestion des gardiens. C'est sûr qu'on avait 4 gardiens. Au début, on est allé chercher un gars de la CPL, la Canadian Premier League, en la personne de Emile Gazdov. On est allé également récupérer Sébastien Breza, qui était en Suisse avec Yverdon. Là, on est allé chercher. Sirois était là, même Gillier, donc c'était assez compliqué au niveau de la gestion. Puis là, après, en plus, avec le coach intérim, je dis bien intérim parce que là, maintenant, il s'est rendu coach officiel, Marco Donadel. Ça a été une grosse gestion à gérer. Puis je pense que avec les résultats qui ont été émis qui sont sortis par Thomas Gillier, je pense que c'est pas mal lui le gardien numéro un. Mais encore une fois, Sirois, ça a été un petit peu compliqué. Mais c'était J'ai un assez. peu de mal hein, avec Sirois, j'ai toujours eu un peu de mal. Je pense qu'il a un plafond qu'il a atteint. Ça reste un jeune gardien, mais c'est ce que je disais. Je trouve que c'est un gardien en fait qui il peut te faire gagner un match, mais il va plus t'en coûter de buts et t'en faire perdre, pour moi. Exactement. Puis c'est ce Et qu'il faisait des fois, Sirois. je m'étais un peu accroché avec quelques supporters montréalais sur X en expliquant que pour moi c'était pas un gardien qui pouvait gagner. Parce que je pense qu'aussi c'est le gardien du cru et ça fait mal au cœur de voir qui s'est fait passer devant. Mais oui, comme tu dis, il y a des satisfactions. Moi, je pense que le gros travail de Montréal cette année, enfin cet hiver, ça va être la défense et le milieu de terrain, remplacer un Samuel Piette ou amener un peu de technique au milieu, ou ce qu'ils ont commencé à faire avec Escobar, Ivan Raimé. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté. Ouais, en Est-ce que, effet, est-ce que d'ailleurs Ivan Raimé sachant qu'on, est confirmé pour la saison prochaine? C'est jusqu'en J'avais juin le l'impression que prêt. le prêt est prêt jusqu'en juin. Ouais. Sachant également qu'on a perdu Joel Waterman, qu'on a perdu George Campbell en plus qui est parti en Angleterre, qu'on a perdu William Saliba qui est parti en Belgique du côté de Anderlecht, forcément il y a un gros trou à combler du côté du CF Montréal, mais je pense que déjà la direction est consciente d'aller chercher des joueurs qui vont remplir les postes parce que c'est une équipe qui était la plus jeune de la Ligue de 1, donc c'est assez compliqué à gérer dans les temps difficiles, surtout en défense. Là. Donc, ça a été quelque chose qui est très difficile pour eux. Donc, ça, c'est à suivre. Et il y a déjà quelques pistes sur des éventuelles arrivées, des postes ciblés où tu auras entendu parler? Il n'y a aucune piste pour l'instant. Ouais, ouais, ça travaille un On va peu. sûrement avoir des rumeurs de Bologne comme chaque entre-saison, Ouais. à voir si des joueurs vont arriver. Et est-ce que je sais qu'il a été souvent blessé, mais est-ce que Jalen Neal était une satisfaction pour vous à Montréal cette saison? Honnêtement, moi, je le connaissais depuis le LA Galaxy. Donc, moi, j'avais vraiment des grandes attentes et j'avais assisté à un de ses entraînements en pré-saison puis il m'avait vraiment épaté par son calme et par son physique. J'avais généralement tendance à catégoriser un défenseur central comme étant physique, gros, qui va au duel, mais lui, c'est beaucoup plus la sérénité, balle au pied. Et c'est les blessures qui l'ont rattrapé. Oui, Donc, oui. forcément, c'est ce qui a été un petit peu dommageable, non seulement pour mes attentes, mais aussi pour les attentes du CF Montréal, parce qu'on s'attendait à ce qu'il remplace George Campbell, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. C'est vrai que le départ de Campbell a fait beaucoup, beaucoup de mal aussi, je pense, en plein cœur de la saison. Et comment vous vous positionnez aujourd'hui face à, tu vois, une équipe de Bologne qui est aussi gérée par le propriétaire, qui réussit, Vancouver qui réussit, bon, Toronto est plus dans la Toronto, c'est pas difficulté, la encore ça. sélection commence à performer. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça sur un club historique quand même de MLS? Sachant que Vancouver, c'est pas la même dynamique que le CF Montréal. Vancouver, eux, ont déjà leur propre philosophie, que ce soit par rapport aux jeunes, par rapport à comment les joueurs achetés vont cadrer le style que Sorensen va implanter dans le club. Mais avec le CF Montréal, honnêtement, les gars, je vous mentirai pas que des fois, avec le propriétaire, c'est assez compliqué de trouver
un terrain d'entente parce que tu as souvent sa vision des choses, mais en réalité, c'est peut-être pas la vision que tout le monde souhaiterait avoir. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Après, tu as un comité aussi. Ça, il faut le mentionner. Il y a un comité qui, justement, décide des décisions par rapport à quel joueur devrait être ou non. Justement, c'est ce qui a peut-être fait causer le congédiement de Corey Ray, qui était directeur, ben en fait, qui était à la base un conseiller, mais finalement, ça n'a jamais marché parce qu'il y avait C'est des pas aussi mésententes. un sportif qui décide? Il y a un directeur sportif, mais Ok. il y a aussi un conseiller. Il y a aussi un... Ouais, c'est compliqué. Pour Renard, pourquoi il s'est peut-être un peu agacé et qu'il est parti? C'était Ouais, exact. Mais aussi, il y avait des mésententes avec Joey Saputo. Mais OK, bon, OK. Ouais, c'est complexe quand même comme organisation d'avoir, directeur sportif qui est pas libre, on va dire, si tu des conseillers autour qui mettent leur veto, on va dire. exactement. Justement, avec ce que la lettre a émis auprès des fans, je pense Ouais. qu'il y a peut-être une légère lueur d'espoir pour ce qu'ils s'attendent, ce qu'ils attendent, parce qu'on avait on était vraiment tous déçus, là, je vous mentirais pas, parce qu'on avait quand même des attentes, mais pas trop non plus. Mais à voir ce qui va s'en suivre pour les prochains mois. Et donc la lettre a vraiment eu un impact sur le moral des supporters, sur la manière dont ils voyaient dont ils ont vu la direction juste après ça? Ouais, totalement. Parce que, en général, le club a toujours tendance à remettre les choses à la dernière minute. Mais dans ce cas-ci, ça a été vraiment fait sur le tas, ce qui a été totalement surprenant venant de Oui, moi parce que je pensais c'était jamais que ça assez allait se faire. inattendu, hein. Ouais, exact. C'était totalement inattendu. Puis comme de fait, ils l'ont fait au moment même où c'était vraiment la crise. Et je pense que ça a quand même gardé les fans du bon pied parce que je pensais jamais que ça allait se faire. Mais il y a quand même du positif à tirer de cette lettre-là. Et au niveau de la, j'ai vu, enfin, c'est vrai que durant toute la saison, moi, j'ai vu le stade, Saputo qui se vidait petit à petit. Hem, on sait que Montréal, c'est un des plus petits budgets, de MLS, si ce n'est pas le plus petit, je crois, avec Philadelphie qui est juste avant. Comment ça se passe au niveau du recrutement à Montréal, tu sais? Il y a des scouts un peu partout en Europe ou ça recrute très local et ça cible vraiment très local et ça s'appuie sur la formation? Euh, ben, il y a beaucoup de scouts en Europe, ça je vous mentirais pas. Justement, le comité est un peu en lien avec Bologne. Donc forcément, c'est peut-être Bologne aussi qui ramène des noms à l'organisation du CF Montréal pour les suggérer de venir au club. Mais en général, tu as des scouts un peu partout en Europe, même en Amérique du Nord, même au Québec aussi, parce qu'il y a un énorme vivier québécois, là, dont Moïse Bombito qui joue maintenant à l'OGC Nice. Mais il y a pas mal de talents au Québec. C'est juste que on n'a peut-être pas les bons scouts au bon moment. Mais ça, c'est juste une question de chance, là, rendu là. Je pense qu'il y a peut-être aussi, le côté financier où que, bah, quand tu es Montréal, tu pas trop le droit de te tromper, on va dire, sur une recrue. Je pense qu'il y a ça aussi par rapport à d'autres clubs qui ont beaucoup plus de moyens. Exactement. C'est justement pour ça que Olivier Renard était vraiment bon à recruter des joueurs. À l'approche de la Coupe du Monde, est-ce que la hype monte un peu? Je sais plus si Montréal, vous allez recevoir des matchs pour la Coupe du Monde. Il y en aura au stade olympique? Ou peut-être ça Il plus y tôt? en a, il y en aura pas malheureusement parce que de un, la ville a pas accepté parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi Montréal pouvait accueillir le camp de base de l'équipe de France, soit le camp de base de l'équipe néerlandaise, les Anglais et je pense même une autre nation Trop très bien cher, je classée. crois. Exact, mais c'est trop cher. J'avais vu, je sais plus combien c'était, 600 000 dollars. Ouais. Ouais, exact. Mais donc du coup, pas de match à Montréal, mais les gens, au niveau de la culture foot, on sait que enfin, le soccer, c'est pas le premier sport. Il y a quel sport arrive devant à Montréal un peu avant l'équipe du CF? Parce que c'est intéressant ça aussi de le savoir. Ici, il y a sans doute le baseball qui a dû reprendre un peu de poil de la bête vu le parcours c'est les Blue Jays, c'est ça Exact, oui, les Blue Jays. Mais le sport numéro un à Montréal, c'est clairement le hockey. C'est ce qui prédomine toute l'actualité médiatique, sportif au Québec. Après, quand c'est plus rendu l'été, c'est généralement le CF Montréal, le football américain, les Alouettes de Montréal. Après, tu as les Roses de Montréal, la nouvelle équipe féminine professionnelle. Mais c'est ce qui prédomine le hockey au Québec. Et en termes d'engouement, sachant qu'il y a beaucoup de Québécois dans la sélection canadienne, ça fait en sorte qu'il y a quand même un attrait, un sentiment d'appartenance envers l'équipe canadienne. Et également, même au niveau du staff technique, on a un ancien du CF Montréal
qui s'appelle Mauro Biello, qui est assistant coach avec l'équipe canadienne. Donc, ça fait en sorte qu'on se rallie à la cause. Mais justement, avec les performances qu'on fait avec l'équipe canadienne, il y a quand même un certain engouement. Et c'est juste du positif pour la suite. Et puis c'est vrai que c'est une coupe du monde qui reste quand même sur le sol canadien, américain, donc à la maison c'est toujours un peu de hype, mais Et puis il y a des anciens joueurs de Montréal aussi dans la sélection. C'est vrai qu'il y a pas mal comme dit Richard, de sentiments d'appartenance grâce à ces joueurs-là aussi. Exact. mais c'est vrai que Montréal, pour revenir sur le club, il y a quand même des motifs enfin, pas de pas s'inquiéter forcément pour la suite quand tu vois les très jeunes joueurs. Je pense qu'un Sinchuk qui a été blessé très longtemps, qui est très jeune, Escobar, Ivan Raimé, Prince Oguzu, t'as une bonne ligne d'attaque, je pense, pour l'année prochaine. T'as Dante Silly qui a fini une fin de saison folle. Je sais pas, vous deux, les gars, ce que vous en pensez. Moi, je vois pas de départ en plus cet hiver de joueurs de Montréal. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des décisions. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu les décisions d'ailleurs Elles qu'on. sont sorties. Ouais. Je sais pas Et si toi, tu as été surpris, Richard, par certaines annonces En au fait, niveau des fins de contrat et des options. je sais qu'il y a eu Brandon Craig qui m'a étonnamment surpris de sa qu'elle ait signé. Je pensais pas qu'elle allait encore une fois rester, sachant qu'elle était hyper inconstant. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai trouvé un petit peu inconstant. ouais, très Le jeune seul, encore. ouais, c'est sûr. Mais encore une fois, moi personnellement, je l'aurais peut-être pas gardé, mais bon, ça c'est pas moi qui décide. Sinon, il y a eu les contrats potentiellement rachetés de Sunusi Ibrahim et de Kwadwo Puku, qui a été selon moi la plus grosse déception de la saison parce qu'on avait beaucoup d'attentes envers lui. Opoku, c'est une folie, hein. Le downgrade depuis LAFC, c'est une folie, je trouve. Et je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie ou quoi. Sunusi, il est hors de forme depuis 3 ans. Il a un peu des pieds carrés, on va dire. Donc ça m'étonne un peu moins. Mais Opoku, je suis ultra surpris de la trajectoire de sa carrière. Vous en pensez, vous deux, mais c'est assez fou. C'était assez inattendu quand même que ça se passe si bien pour lui. Je pense que les supporters attendaient plutôt Vrioni Ouais. vu la signature, mais lui, je ne sais pas combien de matchs il a joué sur la saison, mais ça doit se compter sur les doigts d'une ou deux mains. Je suppose que ça a été un motif de frustration aussi pour les supporters de voir ouais, Le seul DP? ouais, tu as un DP et au final, il a quasiment pas joué. Ouais. Exact. Surtout au niveau des blessures, ça a été vraiment problématique pour Vrioni. Et surtout que tu as Joseph Martinez la saison d'avant, qui fait une belle saison. Tu passes à Vrioni et c'est Prince Owuzu au final qui fait une super saison, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu fou. On Euh, n'a pas parlé du coach. ouais, j'allais Et parler du coach aussi. ce serait pas mal d'avoir l'avis de Ouais. Richard. La saison avait été catastrophique. Enfin, le début de saison et donc on s'attendait à ce que ce que Courtois ne finisse pas la saison. Euh, Si je me souviens bien, c'était plus ou moins attendu que ce soit Donadel qui le remplace. Maintenant, est-ce qu'il a répondu aux attentes? Très surpris qu'il soit prolongé, hein. Perso, je trouve ils sont allés très très vite. Tu trouves? Je trouve qu'il a eu, et je trouve qu'il y a pas beaucoup de progression dans le jeu, ouais, je sais pas, je pense pas, si dans la saison prochaine, au bout de 10 matchs, il est viré parce que ça continue sur cette série-là, ça m'étonnerait pas. Tu vois, je sais pas, je le sens pas du tout Donadel. Comprends tout à fait. Le seul Ouais. truc que j'ai à dire concernant Donadel, je pense que contrairement à d'autres coachs qu'on a eu auparavant, c'est un coach qui connaît vraiment beaucoup, qui connaît vraiment la réalité des joueurs, sachant qu'il a joué pour le club, il connaît un peu les attentes que les proprios, les fans ont envers cette formation. Mais aussi, quand tu entends les joueurs parler de Donadel, c'est qu'ils sont toujours prêts à se sacrifier pour le coach parce que c'est toujours lui qui se met devant la scène à recevoir les critiques, contrairement à d'autres coachs qu'on a eu auparavant qui étaient peut-être pas capables d'assumer leur tort, mais Donaldson c'était toujours le premier à, se, à subir les foudres des médias ou même des fans. Donc là-dessus, je peux lui donner raison. Après, au niveau tactique, ce qu'il nous propose, en vrai de vrai, je suis pas vraiment étonné, donc je suis pas épaté non plus. Un peu comme toi, je partage le même avis. Je préférais peut-être plus le style de jeu que Laurent Courtois préconisait.
assez vertical. Mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment le cas. C'est un petit peu pragmatique selon moi, mais ça reste à voir ce que les joueurs vont donner pour le coach et qu'est-ce que l'organisation va donner. Parce que c'est bien beau avoir les clés d'une jeune équipe, mais si t'as pas d'aide venant de ton staff technique, ça sert à rien. Ah mais c'est sûr que si t'as pas parce que là on est d'accord, donc il y a Ivan Raimé qui est DP et les deux autres spots sont libres puisque Ouzou est Tam, il me semble. Exact. Ok, donc ça veut dire que tu peux potentiellement pas mal te renforcer sur cette période de mercato. Donc c'est vrai que si tu lui ramènes deux DP, tu renforces ta défense, ça peut être intéressant, franchement. À voir. Mais je suis pas emballé parce que si je pense que c'est un Est-ce nouveau que coach. Montréal a déjà eu une saison avec 3 DP? Est-ce Ça, que c'est c'est une... déjà arrivé? Je ne sais Non, pas. c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. On a eu 2 DP, mais pas 3 DP. Même l'époque Drogba, je me souviens pas du tout. Il y a eu Drogba, il y a eu Piatti, mais c'est tout. Mais ça, ce serait donc un geste fort si le front office décide de passer à 3 DP. Ça pourrait aussi marquer les esprits du côté des supporters. Ça serait une bonne chose, mais si je peux comme mettre un petit peu mon grain de sel là-dessus, personnellement, j'éviterais de faire ce que Toronto a fait, c'est-à-dire acheter 2 gros DP à un fort prix qui finalement n'ont rien servi. Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait l'idéal d'acheter un gros DP et acheter comme 2 joueurs U22 qui ont un énorme potentiel. Un Ouais. peu comme Charlotte. En Comme, deux Ah ouais, que DP tu peux seniors utiliser et le nouveau 4 système, hein, ouais. ouais, 4 U22, ouais, ouais. Mais, exact. mais Et en ça gros, correspondrait bien à Montréal, ouais. en fait, Surtout. vu leur propension à attirer les jeunes et à Et les je, faire jouer. et Parce je que sais ça, pas. on peut pas l'enlever. Ouais, c'est Euh, sûr. Montréal n'a pas peur de faire jouer les jeunes. Et je sais pas ce que vous en pensez. En plus, je trouve que sur les premières décisions de club, il y a quand même des bons joueurs qui restent sur le côté cette saison, hein. T'as du Zimmerman, Sean Johnson, Gayeze, enfin, pour ceux que je connais le plus, mais Oui, et on est qu'au début, hein, parce qu'il y a on encore est pas qu'au mal de début, clubs qui ouais. doivent annoncer. Et je trouve qu'il y aura peut-être des repêchages à faire qui peuvent être intéressants pour Montréal, quoi. Mais bon, c'est des joueurs qui vont susciter de l'intérêt de grosses équipes aussi. Il y a un nom qu'on n'a pas mentionné, mais qui pourrait franchement intéresser le CF Montréal. C'est un milieu créatif au nom de Christian Espinoza Ah, qui ouais. tombe Ah oui, agent juste libre en Lucie, plus. ouais, tout à fait. Ah Ça ouais, pourrait être un joueur Lucie, Lucie. vraiment agent libre. intéressant. Ça pourrait être un joueur intéressant pour le CF Montréal. Ouais, petit club, il était à San José, qui est aussi un petit club en termes de moyens. Si tu lui vends le côté où ça va être la star de l'équipe, mais je pense que il est dans un. S'il part de San José, je pense qu'il est vraiment dans sa tête, dans un mindset où il va vouloir gagner à 29 ans, je crois. Oui, peut-être prendre un club avec plus d'ambition. Je Et- sais pas, mais J'avais une autre question pour Richard. Est-ce que tu ressens parfois une difficulté à Montréal d'attirer des gens, non pas pour une question de salaire, mais plutôt pour une question d'attractivité de la ville et du pays? Est-ce que ça peut jouer sur des transferts ou pas? Je penserais pas parce que quand tu regardes un peu les transferts que le CF Montréal a fait dans le passé, que ce soit des Nathan Saliba, des George Campbell ou même avec des Georgi Mihalovic qui est passé du côté du PSV, Ismaël Koné, Alistair Johnson et d'autres, on est quand même capable d'attirer des joueurs pour aller potentiellement en Europe. Donc je pense que ça, c'est déjà un point fort. Oui, c'est Également vrai. la ville en tant que telle, c'est assez européen, Montréal. Donc il y a quand même une bonne attirance pour les jeunes joueurs ou même les joueurs européens. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est juste le projet sportif qui peut peut-être déranger certains joueurs de MLS ou même d'Europe. Parce qu'en termes d'ambition, on ne sait jamais où s'attendre. c'est ça. Et tu penses pas que ramener un joueur francophone, un français, ça amènerait une hype auprès des supporters, peut-être que le joueur, au niveau de l'intégration, ça irait très vite. Je sais pas, je me pose cette question. Ah, ce serait le. Je partage totalement ton Ouais. avis. Honnêtement, si on pouvait avoir Antoine Griezmann au CF Montréal, moi je dirais pas non, là, mais Ouais, non, mais même, je pense, Drogba qui était francophone, du Thierry Henry qui avait joué au New York Red Bull, mais voilà, tu sais, ramener un ou deux joueurs de Ligue 1, Ligue 2, mais des joueurs établis, je pense que. Enfin, moi, je serais le club, je pense que c'est une stratégie qui pourrait plaire aux supporters et même aux joueurs de venir. Ça serait en plus du projet intéressant.
Totalement, sachant qu'il y a une énorme communauté française à Montréal. Si, on exemple, on ramène, je sais pas, je nomme un nom au hasard, là, mais un TJ Savanier, Hmm. ce serait un joueur qui serait quand même intéressant pour le club, même s'il est un peu âgé, mais dans tous les cas, ce serait une bonne chose pour le club. 220 000 euros par mois, il prend. Ça fait presque du 300 000 dollars. Ça, Joey a les poches pleines, donc il a pas peur de dépenser. Ouais, tu me diras, il est dans le standard, dans les 1,7 million du DP. Ça se trouve, en TAM, tu peux le signer. Mais bon, je pense pas qu'il quittera son quartier. Je sais pas si tu regardes un peu quelques vidéos. Ouais, ouais, il quittera jamais son quartier, ça je le sais très bien. C'est compliqué. Non, non, c'est sûr. Et les gars, je vous propose, on va aborder un sujet qui va justement concerner Montréal, qui est tombé hier. Donc, c'est le nouveau calendrier de la MLS à partir de la saison 2027-2028. Alors, si je ne me trompe pas, la saison commencera en février, toujours pareil, avec non, juillet, excusez-moi. Et ce sera en Ce juillet. sera début de saison juillet, avec une trêve de décembre à mi-février. Donc ça veut Ouais, dire de 2 mois. ouais, de juillet à décembre, on jouera la phase régulière, trêve de 2 mois. On continue la phase régulière et la saison se termine en mai. Pour moi, c'est ça. Vous, comment ça va vous impacter à Montréal en termes de météo? J'ai l'impression que ça sera mieux qu'aujourd'hui, non? Ouais, totalement. Sachant que auparavant, le club avait déjà prévu de d'installer comme des bulles pour ces genres d'événements-là, pour les pratiques, entre autres. Mais on a aussi un stade olympique qui est en rénovation, qui est dû peut-être pour 2030. Que c'est assez compliqué. Mais après, avec la nouvelle administration, parce qu'il y a eu des élections pour le maire de Montréal, mais là, ça a changé. Donc peut-être qu'il y a une possibilité de d'avancement au niveau d'une bulle ou même des rénovations au niveau du stade olympique pour accueillir le CF Montréal. Mais en tant que tel, moi, personnellement, je suis pour là, le calendrier parce que ça Mmh. ressemble plus à un modèle européen. Mais après, c'est au niveau hivernal, comment le stade va être réchauffé et non, ça peut poser des problèmes. Ce qui est Et fou, je trouve, c'est une trêve de sportivement, 2 en fait, mois. ce serait intéressant pour Montréal. Si je me trompe pas, Montréal commence toujours ses saisons par 6, 7 ou 8 matchs à Ouais. l'extérieur. Et on sait que forcément, c'est toujours un peu plus compliqué à l'extérieur. En plus, il y a une certaine lassitude vers la fin. Tu vois que les joueurs, Mmh. chaque fois, voyager tous les week-ends, ça commence à peser. Et, heu, et du coup, tu lances mal ta saison ré assez souvent. Là, ça pourrait ne plus être le cas dans ce cas-là et ça pourrait peut-être être intéressant pour Montréal. Totalement. Mais après, ça reste à voir comment le club, même la ville, serait prêt à investir pour les infrastructures parce que sachant que l'hiver québécois, c'est assez difficile. Donc, à voir. Mais moi, je suis vraiment intéressé. Moi, je suis vraiment partant pour ce calendrier qui ressemble plus à un modèle européen. Ouais, ce qui est bien, comme disait Wilfried Nancy, c'est qu'en fait, tu es obligé aujourd'hui, en termes de fenêtre de mercato. Aujourd'hui, comment tu vas intéresser des joueurs sur 2 mois de mercato en hiver? C'est très compliqué d'aller chercher les joueurs à l'hiver, alors que là, tu auras 1 mois et demi, je crois, en été. Ça te permet de signer quand même des meilleurs joueurs. Ça Ouais, va tu es sur permettre à le la même MLS de rythme, les progresser. joueurs sont en fin de saison, en même temps Ouais. que toi. Parce que régulièrement, on a des joueurs qui arrivent, qui ont pas de vacances du tout et qui ont des risques de blessures, qui tirent la langue vers la fin de saison. C'est pas évident. Par contre, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ou j'ai pas vu en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer, de janvier à juin 2027? Pas la Leagues Cup, je crois? Non? Non, il n'y a pas d'informations qui étaient sorties de mémoire, là. C'était vraiment juste la saison régulière. Ouais, Ah, il y c'est a plus de on a eu Leagues que Cup, ça, ouais. ça veut dire. Ou peut-être qu'elle va être Ouais, ils calée vont la quelque mettre part. là, ouais. Mais j'avais entendu qu'ils allaient peut-être changer le Comme format de une la Leagues Cup, demi-saison. mais après, ça reste à confirmer. Je vais pas dire n'importe quoi non plus, là, mais j'ai cru voir ça passer sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va révolutionner quand même. Je crois que c'est l'USL, non, qui le fait la saison prochaine. Ouais, l'USL, donc déjà, ça donnera un peu un ordre d'idée, mais c'est sûr que la MLS est obligée d'en passer par là. Et puis après, il va falloir qu'il libéralise le nombre de DP. On le voit, hein, Messi pousse un peu. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger d'ici là, d'ici 2027. La saison prochaine risque de voir pas mal de choses bouger, à mon avis. La trêve de 2 mois me perturbe quand même. Je trouve ça quand même En pleine fort long saison, ouais. en milieu de saison comme ça. Ouais. Je sais pas comment les organismes vont gérer ça, comment les clubs vont organiser ça. Si, comme tu dis, peut-être qu'ils vont organiser la Leagues Cup à ce moment-là en faisant ça uniquement
dans des stades du sud Ouais, ça me ou paraît complètement fou. C'est, des côtes. ouais, parce qu'en fait, en plus, tu es un peu en décalé parce que tu auras le mois de juin, j'ai le calendrier sous les yeux, tu auras le mois de juin où tu n'as rien, tu reprends en juillet, et c'est vrai que mi-décembre à début février, ouais, c'est vrai que 2 mois de trêve, c'est quand même beaucoup, mais c'est vrai que s'il y a des endroits, bah, à Montréal ou même beaucoup d'autres, Minnesota, Ouais, tu joueras jamais. Colorado, enfin, tu plein d'endroits où Bah, c'est le championnat canadien là où il y a eu le ouais, super but? Ouais, c'est ça, Ouais, c'est le championnat canadien, c'était oui. ce week-end, enfin le week-end passé, hein. mais c'est une folie que le match se soit joué. Oh, C'est, c'est complètement C'est dingue. incroyable. Honnêtement, je ne vis que pour des moments comme ça pour le foot. C'est ça, Mais c'est t mais avec la CONCACAF, on a eu quelques matchs aussi, heu, ouais, notamment de Colorado. Je pense qu'il y a eu un match aussi Real Salt Lake contre moins 10 LAFC degrés, je qui crois, ou je était, sais plus combien il y avait. Ouais, c'est qui vrai, était oui, oui, oui. complètement enneigé, Non, non, mais ça va ça nous va être intéressant à suivre. ouais, ça va nous réserver, je pense, quelques trucs un peu insolites où ça fera le tour du monde, où le grand public rigolera un peu encore de la MLS, des terrains enneigés, du ballon orange, qu'on n'a plus l'habitude en Europe. Mais eh ben écoutez les gars, on va passer à la dernière partie du podcast, sauf si Nico, tu as d'autres questions concernant Montréal pour Richard. Moi, j'aimerais juste faire un Ouais, petit, dis-nous. une parenthèse, en fait. Sachant qu'on parle du calendrier, j'ai oublié de mentionner que le club, en fait, la ville de Montréal va aussi accueillir une nouvelle équipe, le FC Supra de Québec, qui va être basé à Montréal. C'est en Canadian Premier League. Justement, ça tombe tellement bien parce que la saison se terminerait en juin du côté de la MLS, ce qui donnerait tout le monopole au FC Supra de Montréal, du Québec. Donc, déjà là, c'est un club qui est tout nouveau, qui va accueillir seulement des joueurs 100% québécois. Donc, le staff, la direction, les joueurs, c'est que des Québécois. Qui a lancé ce C'est une club? volonté affirmée du club, de garder ça sur la durée? Ouais, c'est sur la durée, mais celui qui a lancé le club, c'est un ancien joueur de l'Impact de Montréal qui s'appelle Rocco Placentino, qui était dans le giron du soccer québécois depuis très longtemps, qui était directeur sportif d'un club semi-pro au Québec qui s'appelle le CS Saint-Laurent, qui a failli battre le Toronto FC en championnat canadien, d'ailleurs. Mais c'est grâce à lui que le club, le FC Supra, naît aujourd'hui. Donc, ça tombe bien que ce calendrier-là se termine en juin parce que ça donne tout le monopole au club professionnel du FC Supra. Donc vous allez avoir 2 clubs professionnels, à Montréal. Le FC Supra et Exact. OK. Il y a le FC Supra, il y a le CF Montréal, il y a les Roses de Montréal. Mais le Rose de Montréal joue à Laval. Mais dans tous les cas, ça reste C'est les Montréal. féminines? Exact, ouais, les Roses. Ah OK. Et quelle est la place du football féminin aujourd'hui par rapport au football masculin, au Canada, aux États-Unis? Je sais pas ce que Il y a un énorme engouement, surtout au Québec, là, parce que, on va pas se mentir, les femmes sont très, très bonnes au foot au Canada. Très bien OK. classées, d'ailleurs. Et justement, même moi, j'ai joué au foot, puis je voyais qu'il y avait énormément de calibre, beaucoup de talent, même au niveau universitaire aussi. C'est très, très solide. Donc, justement, le fait qu'il y a autant de Québécoises qui jouent dans cette équipe, du côté des Roses, ça amène un énorme, énorme engouement. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil pour les Européens, parce que il y a une ancienne internationale française qui joue avec, avec les Roses de Montréal, qui s'appelle Charlotte Bilbao. Ouais, je Et connais pas. également, elle joue pour l'équipe de France, mais ça fait longtemps. Et Mmh. aussi la directrice technique, c'est Marinette Pichon. OK, oui, ça je connais plus. OK, OK. Ouais, Donc, non c'est mais ça. c'est intéressant et elles jouent dans quel stade les féminines? Euh, à Laval, mais dans un complexe sportif qui s'appelle le complexe sportif Bois de Boulogne. Ça fait combien de places, à peu près? Euh, 9000 peut-être? Et 8000, 9000? elles remplissent régulièrement, ouais, ouais? Ouais, quand même C'est beaucoup. ça qui est fou, hein, parce que Montréal, C'est c'est pas quoi mal le du tout, hein, ouais. ça plutôt c'est 15 000 non? À Plein? peu près, oui. Ouais, donc c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, ça s'est inversé la tendance parce que, le CF, c'était plein en début de saison, vide à la fin, ce qui peut s'entendre et te dire que, là, va y avoir une hype chez Supra. En fait, Montréal va jouer quand même gros l'année prochaine parce que tu peux être le club de Montréal, on va dire, qui réussit le moins si, le FC Supra réussit et ça peut être compliqué, hein. Totalement. Après, ça reste à voir qu'est-ce que le FC Supra va nous donner sur le terrain, mais Oui. jusqu'à présent, il y a beaucoup d'engouement au niveau du soccer féminin et masculin à Montréal. Ouais, et puis c'est que des Québécois de ce que tu disais, donc tu réduis aussi quand même le nombre de joueurs, que tu peux faire. Exact. OK.
Écoute, non, mais c'est hyper intéressant. 3 clubs dans une même ville, plus après les autres sports, ouais, non, c'est pour ça et ça montre aussi un peu et je comprends mieux l'exigence que les supporters peuvent avoir avec le CF. Parce qu'en fait, c'est un peu comme s'ils ont le choix d'aller voir d'autres équipes à Montréal. Il y a énormément Totalement. il y a des équipes qui performent, donc c'est vrai que si tu performes pas, je comprends que le stade se vide petit à petit. OK. Tout va dépendre des résultats que les Roses ou même le FC Supra va nous donner, mais jusqu'à présent, c'est le CF Montréal qui prend le monopole au niveau du foot québécois. C'est Mais pas mal. soyons pas surpris que ça change un peu. Ouais, c'est sûr, tu auras toujours tiens, à titre de curiosité, un abonnement au Saputo, c'est combien? En à l'année? Ouf, ça fait longtemps que je me suis pas abonné. Je te mentirais pas à cause des prestations, je me suis désabonné là, Ah ouais? mais ouais, je me suis désabonné parce que c'était catastrophique sur le terrain. Ouais, ouais, je peux comprendre, ouais. Mais de mémoire, ça coûtait peut-être, je pense, 180 peut-être, quasiment 200. Ah ouais, Ça va, ouais. c'est un bon prix, ouais, c'est Ouais, c'est un bon prix, hein. Et tu tous les matchs à domicile, même club, tout, quand tu abonné? Ouais, exact. Ah, c'est vraiment, ouais, c'est autre chose que nous, ça, tu vois, c'est une place pour aller voir le PSG, par exemple, pour un match. Waouh. Ouais, moi, je suis supporter du PSG, tu vois, ça fait 2 ans que j'y suis pas allé. Le dernier match que j'ai fait, c'était un match de Ligue des Champions contre bah, Benfica, et c'était ce prix-là, 180 $, donc ça fait 20, enfin. Et toi, Nico, en Belgique, c'est combien un abonnement je sais pas, toi. Je dois t'avouer que j'ai pas pris l'abonnement, enfin j'ai jamais pris un abonnement à mon club de cœur. Je vais voir des matchs de temps en temps, mais la place elle tourne à 40, Ouais, 50 c'est euros comme en pour un France, match quoi. de championnat basique. Ah ouais. Montréal, t'es à quoi, 15 $ la place, non? Ouais, c'est non un peu plus. C'est peut-être 20 $, 25 $ à peu près. Sauf quand Messi vient. Ouais, c'est ça. Sauf quand Messi vient, mais quand Messi vient, c'est la folie furieuse, là. Ça se vend à 300 $ le billet. Eh, ça avait fait beaucoup parler, hein. Oui, ouais, il y avait eu du bruit. Ouais, ça avait pas plu à la section, le fait qu'ils applaudissent et que dès que Messi avait le ballon, ça l'encourage, qu'il y ait des maillots Montréal floqué Messi, je crois, j'avais entendu. Exact. Ouais, Je ça peux s'entend. comprendre. Mais ça c'est arrivé dans pas mal de clubs de MLS, Ouais. même Ouais. Et si ben, certains clubs comme Seattle, je sais pas si tu te souviens, avaient fait des offres spéciales. Tu arrivais avec ton maillot de Messi et tu recevais en échange, oui, le oui, oui, nouveau oui. maillot Oui, c'est floqué vrai. de Paul Rothrock. C'était très sympa. Pour parler de Messi, ça me fait la transition sur les playoffs. Donc on a eu les premiers tours de playoffs se sont passés, le tri a été fait. Il nous reste Très peu de surprises finalement, hein, cette ouais, année, c'est, hormis New York, et logique encore est-ce que c'est respectée une sur, surprise? ouais. Je sais pas, Richard, vu de Montréal, tu as vu des surprises vraiment, hormis New York et Charlotte, mais c'est pas forcément. Ma surprise, en vrai de vrai, j'étais quand même étonné que San Diego se faufile autant loin comme ça, sachant que c'est Ah un ouais? club qui vient tout juste d'arriver en Oui, MLS. Donc, ça, sur je la m'y saison, attendais tu pas du parles. tout. Pardon? Ils ont ma ils ont Sur la battu le saison Cap en ou sur les playoffs? Ah, moi, je parle de la saison complète, là, que ce soit Ah les oui, d'accord. playoffs, même la saison régulière, là. Ils m'ont Ouais. totalement surpris. Bah, D'ailleurs, on avait fait un classement avec mes amis concernant qui allait terminer dernier. On avait tous mis San Diego dernier parce qu'on s'était dit que c'est un club d'expansion, donc forcément, ils vont prendre du temps avant de s'acclimater à la ligue. Mais ça a été on avait fait totalement pareil avec le Nico, je contraire. crois. mais, enfin nous, Nelim comme moi, on fait régulièrement, des pronostics d'avant-saison. En MLS, c'est vraiment la compétition où c'est hyper compliqué de prévoir ou de prédire qui va performer. Si tu regardes cette saison-ci, je ne sais pas combien de personnes auraient pronostiqué qu'Atlanta serait derrière Philadelphie. Et quand tu regardes le classement, c'est pas qu'ils sont derrière, c'est qu'ils sont quasiment derniers, les autres sont premiers, quoi. C'est hallucinant les, euh, les résultats qui sortent chaque saison, je trouve. Euh, Ouais, mais par contre, tu vois, pour revenir aux playoffs, dès que ça se resserre, par contre, je trouve que là, les grosses équipes ont quand même dicté leur loi aux équipes un peu moins fortes. Bon, il y a Minnesota, Seattle, ça s'est joué au tir au but sur 2 matchs, non? Deux des 3 matchs. Mais, Oui, euh, mais tous sur deux les des autres trois matchs. gros, on va dire, se sont un peu promenés. Hormis New York, Charlotte, mais c'était peut-être le match le plus équilibré au final. Ah, Miami a perdu un match quand même.
Ouais, c'est vrai que Messi C'est avait pas envie de jouer ce jour-là, il pleuvait. ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est quand même fou Et attends, Cincinnati Columbus, on s'attendait à ce que ce soit un peu serré quand même. Donc, ouais, Ah, ça Columbus. par contre, je sais pas, parce que le Crew a déjà gagné la MLS Cup, connaissent un peu le giron des playoffs, donc c'est assez difficile de jouer contre eux. Et en plus, c'est un derby, donc forcément, il Ouais. y a un énorme enjeu. Mais comme tu l'as dit, Cincinnati a su, lever son niveau de jeu au bon moment, donc chapeau à eux. Sans un grand Evander, hein. Moi, je l'ai pas trouvé incroyable en plus. ouais, il n'a pas encore fait grand-chose pendant ces playoffs, lui, hein. Non, à l'inverse d'un Messi, d'un Bonga ou d'un Dreyer qui continuent sur leur lancée et qui sont assez fous. Un Dreyer, je trouve, c'est complètement dingue. Avec Pellegrino, dont on Oui, parlait, qui Nico, ressuscite là hein, depuis qu'il est c'est. arrivé. Mais bah, du coup, on va faire un petit prono, les gars. Philadelphie, New York City. Vous voyez qui passer le prochain tour? Parce que là, c'est sur un match sec, on rappelle, Ouais. avec tir au À but et Philly prolongation d'ailleurs. à Philadelphie. Pour moi, Philadelphie doit gagner. En plus, ils ont une revanche à prendre d'une demi-finale de... Enfin, c'était une finale de conférence ou une demi-finale de conférence il y a 2-3 ans. Celle que New York gagne Où- avec Tati Castellanos, je ouais, crois. de justesse avec la moitié de l'équipe de Philadelphie qui était à la maison pour cause de Covid. Oui, exact. Donc, Oui, oui. je vois bien Philadelphie continuer sur sa lancée. Tu vois, contrairement à toi, moi j'aurais tendance à dire que c'est New York qui va finir par tirer son épingle du jeu. Et le facteur X de cette série, c'est Nico Fernandez. Depuis que Nico Fernandez joue avec le NYCFC, c'est 6 victoires, aucun match nul et une défaite. Donc je pense que c'est lui qui va C'est faire vrai qu'il en a fait sorte que du le bien. NYC. Et tu vois, Exact. c'est l'équipe New York, je le dis toutes les semaines dans le podcast, c'est l'équipe, pour moi, elle peut battre toutes les équipes de MLS. C'est vraiment l'équipe, je détesterais jouer contre elle, mais ça va être très intéressant ce match-là. Je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de buts par contre dans ce match-là. Je sais pas ce que vous Ça en... va être un match assez physique à mon avis. Ouais, Surtout avec Philadelphie. je serais, si tu me dis qu'il y a 0-0 fin du match, que ça va au tir au but, ça, c'est pas, ça m'étonnerait pas, quoi. Mais et Cincinnati, Inter Miami, vous en pensez quoi, les gars? Hmm. Est-ce que Ah là Messi là. va trébucher? C'est dur celui-là, hein. Est-ce- J'aimerais ça dire oui parce que j'aimerais le voir trébucher, mais en vrai, ça va être compliqué pour Cincinnati. Ah, c'est Ça va chez être eux, très hein. compliqué. C'est à Cincinnati, hein. Ah, peu importe que ce soit chez eux, à l'extérieur, tu peux pas défier la bande à Messi. Là. Non, je crois pas. Puis je pense que ça va être assez difficile pour Cincinnati de faire face à Lionel Messi qui est en feu en ce moment. À voir. Mais bonne chance à Cincinnati pour la suite. Et S'ils arrivent à Suarez les battre. rejoue? Il est encore Oui, Suarez? non, il était suspendu que le dernier match, donc il Ouais. sera présent. Et moi, je suis d'accord avec Richard, je pense que Miami va passer. Sachant que Cincinnati, ils ont emmagasiné énormément de points, ils finissent toujours par s'en sortir, mais c'est jamais flamboyant, je trouve, cette saison. C'est souvent compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de victoires avec un but d'écart. J'ai j'ai peur Alors, que Miami soit un gros morceau. Cincinnati, ils sont sur 5 matchs sans défaite à domicile. Il y a eu 4 victoires, un nul. Et là, j'ai une autre stat, c'est qu'ils ont pas perdu depuis 2, 4, 5 matchs dans le temps réglementaire contre Miami. Et ils ont 3 victoires. 4 victoires chez eux. Donc c'est quand même. Donc ça va pas être facile pour Miami. Et Miami à l'extérieur, c'est pas l'assurance vie. Oui, mais si, s'il a envie de décider du match, il va décider du match à lui tout seul. Mais je sais pas, Cincinnati, c'est quand même une équipe qui peut les embêter avec les flèches devant, Denki, Brenner, Echenique, Evander, C'est je vrai pense que qu'ils peuvent Brenner bien. a fait une grosse différence aussi depuis Ah qu'il ouais, est ouais, arrivé, ouais. hein. Denki revient bien. Ouais, non, s'ils arrivent à être solides défensivement avec Miles Robinson, qui est quand même ADB, qui revient super bien aussi. Ouais, c'est sur leur système un peu hybride à 5 derrière ou 3, ça peut être pas mal, hein. Est-ce qu'on va voir des buts? Ouais, oh là On oui. va avoir des buts, ça c'est sûr. Ouais, ce match-là, ouais, je pense que ça peut donner des buts. Et ben un autre match qui peut donner des buts, c'est San Diego Minnesota à l'ouest, les gars. Là, c'est un peu plus dur, mais je pense qu'il va y avoir des buts. Parce que dans la saison, ils se sont rencontrés, il y a eu pas mal de buts, ces deux équipes-là. Est-ce que Minnesota est pas la seule équipe à avoir été gagnée à San Diego? Je crois sur un Je ne match. sais plus, mais
Attends, je vais te dire ça tout de Enfin, suite. quoique San Diego à domicile n'a pas été si exceptionnel que ça, je trouve. Minnesota Bon, les ils a ont dû battus perdre. 3-1 chez eux et Minnesota a perdu 4-2 chez eux contre San Diego. Donc ils ont tous les deux été gagnés à l'extérieur. C'est bon pour Minnesota, ça. Mais à chaque fois, il y a eu au moins 4 buts. Donc c'est pour ça que je pense que ce match-là, il peut être un peu fou, hein. Mais moi, je vois quand même San Diego, je sais pas pour vous, enfin, je trouve qu'offensivement, ils mettent 4 buts par match, quoi. Donc c'est dur de rivaliser. Moi, je vois bien un match nul et puis les pénaltys. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Richard, mais comment Dane Sinclair, il est considéré comment Ah ouais, bonne question. par chez vous au Canada? C'est le numéro un actuel, je pense, de la sélection. Et de la Est-ce que c'est une MLS. surprise? Est-ce que les fans sont contents? Justement, le fait que Sinclair a été élu meilleur gardien de la Ligue, ça donne quand même un argument de poids pour Hmm. le poste de numéro 1 au niveau de la section canadienne. Mais il y a quand même une bonne compétition entre Dane Sinclair, j'ai oublié son nom, Maxime Crépeau, voilà. Ouais. Pantémis Et même qui est appelé de Pantémis temps en aussi de temps. temps en temps, mais c'est pas toujours lui c'est pas toujours lui le troisième gardien. T'as des fois Sirois. Là maintenant, t'as Owen Goodman qui vient d'être ajouté avec la sélection canadienne. Donc pour moi, personnellement, c'est mon numéro 1, mais ça dépend des matchs, j'imagine. Mais Sinclair, avec l'argument qu'il a fait face à Seattle en Ouais, arrêtant des Il a séances de été fou, insupportable, hein. ouais, ouais. Insupportable dans la séance de tir au but, Sinclair, par contre. ah, c'était incroyable. Non, moi j'aime ça. Moi perso, j'aime ça. Alors c'est vrai que le gardien, c'est son arme, parce qu'il a pas grand-chose à part se mettre sur sa ligne, je l'entends. Mais j'ai pas trop aimé l'attitude un peu, je sais pas, bref, Après, c'est passé. c'est- Ça a c'est- marché en tout cas. ça a marché en tout cas, c'est clair. Mais du coup, ouais, face à San Diego, moi je reste quand même sur San Diego. Je pense que c'est une équipe à qui si tu lui mets pas 3 buts, tu la vas pas en fait. C'est un peu comme LAFC. Moi, je vois Minnesota partir avec les grands honneurs. Surtout grâce à une performance de Lynn Sinclair qui peut tenir le fort avec une défense qui est un petit peu chambranlante de temps en temps, mais si Sinclair arrive à tenir le fort tout le long de ce match, je pense que Minnesota peut faire un bon bout de chemin. Surtout avec un Joaquin Pereira qu'on a oublié de mentionner qui est excellent Ouais, aussi. Ah ouais. S'il arrive à avoir une touche de balle qui peut le déclencher, je pense que c'est fini pour San Diego. Ouais, non, non, mais c'est vrai que ça se joue sur un match. Après, San Diego aura l'avantage du terrain, mais on Minnesota, manque d'expérience un petit peu quand même en ça peut playoff. jouer. Ouais. Ça peut avoir un impact. Euh, mais par contre, j'ai l'impression que c'est le match où tu pourras pas te dire en cours de match c'est fini. Ça peut Ah oui. partir dans tous les sens. Ça va être plaisant à mon avis à suivre jusqu'au bout. Ouais, totalement. Ça, je suis assez d'accord. Et le dernier match de ces quarts de finale, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, c'est le plus dur à pronostiquer, mais c'est aussi la meilleure affiche. C'est Vancouver qui reçoit LAFC. Bonne chance pour vous prononcer sur le vainqueur, les gars. Moi, étant donné que je suis Canadien, j'ai pas le choix de supporter mon équipe. Donc, Vancouver, c'est sûr que ça doit gagner, là. J'ai pas le choix. Ça ferait mal aux Torontois et aux Montréalais si Vancouver passe encore un tour, vu la saison qu'ils sortent, hein. Honnêtement, peut-être ça ferait peut-être plus de mal aux Torontois qu'aux Montréalais parce qu'on a quand même un Oui, coach qui est québécois dans la ouais, formation vancouveroise. ouais, C'est Youssef Daha, le ok. coach des gardiens de but. Mais en vrai, Vancouver, moi, je suis vendu pour leur projet, leur style de jeu. Sorensen fait un travail incroyable avec les jeunes joueurs qu'il fait. Honnêtement, c'est incroyable. Sorensen aurait mérité aussi le titre d'entraîneur de l'année, ce qu'il est parvenu à faire avec une équipe. Totalement. Parce qu'on a parlé des blessures à Montréal, mais les blessures à Vancouver, ça a été quelque chose toute la saison. Le 11 de base changeait quasiment à chaque match. Il joue sans Blackmon, hein. On rappelle quand Et, même le meilleur ouais, défenseur de la et saison. Ryan Gold qui vient seulement de revenir. Ouais, Est-ce qu'il a seulement débuté un match depuis qu'il est rentré? Je suis même pas je sûr. suis Peut-être pas le sûr, mais dernier, je mais crois que non, là, je ça va pense. être bon. Là, je crois Mais que ça oui, va là, être. ça devrait aller. Donc ça va vraiment être un match plaisant à suivre. Ah, Et j'aimerais juste faire aussi du pouce. On a oublié de mentionner, mais Pedro Vité, qui est Ouais. parti en plus. oui, Ça, c'est quand même une grosse perte également. c'est vrai. Pedro Vité, t'as eu Gol qui a été blessé toute la saison. On oublie que Muller, en fait, est Veselinovic qui arrivé. est blessé depuis des mois. C'est les Ah croisés ouais. ou tendon d'Achille, je ne sais Et plus. Mais... Brian White, hein. Brian White qui a Ouais, loupé il beaucoup a de matchs loupé sur la beaucoup fin de de matchs saison aussi. et qui revient là. Ça tombe bien parce que Rio s'est blessé aussi, je crois. Oui, Ouais. actuellement il est Mais blessé.
Non, Il non y et puis a Ali Ahmed, il est en sélection, je pense aussi régulièrement, ah Richard. ouais, Ali super Ahmed, joueur. Ouais, super, je suis fan depuis plusieurs années Mmh. déjà, je me souviens d'un camp d'entraînement, à Marbella de de Vancouver et Ami Halet qui avait déjà montré tout ce qu'il valait à ce moment-là. Il est rentré dans l'équipe directement derrière, il n'en est plus jamais sorti et je pense que pour le Canada, c'est aussi un bon élément. totalement. D'ailleurs, il y a déjà des rumeurs comme quoi on l'enverrait peut-être en Allemagne du côté de Schalke, sachant que le proprio, non, le directeur technique a travaillé en Allemagne et est un Allemand en plus, donc il a des connexions là-bas. Ah OK. ouais, OK, OK. Mais du coup, ouais, votre vainqueur, les gars, vous m'avez pas donné votre vainqueur encore. À Vancouver, moi je l'ai ouais, dit, moi Vancouver, Ah et vous voyez Vancouver, comme ça je vois bien oh, Sørensen a été tellement magicien pendant toute la saison, ouais, il prépare tellement bien ses matchs, je serais pas surpris. Après, ça va être serré, hein. Ouais, c'est à Vancouver sur leur synthétique un peu ah pas ouais. terrible. L'ambiance a l'air folle dans leur stade, par contre. Ah, ils ont Je l'air pense qu'il est sold oh, out, d'ailleurs. c'est à chaque fois, Ils ça ont a l'air, annoncé déjà il y a incroyable. quelques jours. Mais, ah mais LAFC quand même, franchement, Bouanga-Son, eux 2, ils te mettent 3 buts par match. Enfin, ça mais la défense peut avoir du mal face à l'armada de Vancouver, je suis d'accord et Je pense qu'on va avoir l'organisation. des buts aussi à ce match-là. Ouais, je pense qu'il y aura des buts, ça va mais c'est quand même plus tendu de se prononcer à l'ouest qu'à l'est. Et encore, moi je pense que NYCFC et Cincinnati vont pas paraître pour des rigolos à côté de leurs deux adversaires, hein. Mm. Mais ouais. Ouais, Mais bon. c'est ça qu'on veut, hein, des matchs un peu serrés, des duels qu'on peut pas prévoir Bah, et puis ce qui est les bien d'un côté, c'est qu'on a quand même les meilleures équipes quand même de la saison, grosso modo. Il n'y a pas de surprise, même Charlotte, New York City, New York ouais, ils étaient très City, proches en voilà. saison régulière. Ça Parce que même Nashville qui était là, Nashville a quand même eu des creux, c'est pas foufou dans le jeu, je trouve. surtout vers la fin de saison, Ouais, c'était plus ça. je trouve que là, on a vraiment un plateau avec, il y a pas une surprise qui s'est glissée, comme des fois tu Colorado qui embête toutes les équipes là et qui, Ouais, ou vont Salt Lake faire qui parvient à faire voilà, c'est ça, des sur un crocs en match. jambes sur un Exactement. match. Ouais, Ici, c'est Salt vrai. En fait, personne n'a volé sa place, quoi. C'était non, vraiment, ils ont tous une bonne raison d'être là et il manque, il manque pas d'équipe en fait. non, je Quand trouve tu pas non regardes plus. Quand tu réfléchis au classement, même Seattle, ouais, Minnesota a Seattle, fait une meilleure saison. quand tu as un homme, tu mènes et tu as un homme de plus au Ah troisième ouais, match des playoffs, si tu perds, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, hein. tu mènes 3-1 en plus. C'est Ouais, pas ton possible. équipe. Mmh. OK. Donc c'est pour ça, c'est une, des demi-finales, enfin des demi-finales de conférence méritées, je trouve. Ouais, c'est vraiment un beau plateau. OK. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode et un peu tout ce qu'on avait à se dire. Merci à vous deux. Merci à toi Richard de t'être libéré pour parler Montréal et MLS plus en général et puis un peu culture foot au Québec. Franchement, c'est hyper intéressant. Je voulais le faire depuis un petit moment, mais ça tombait bien avec la trêve internationale. Ça Et fait Franchement, plaisir. ouais, c'était super. Je trouve ouais. on a appris énormément de choses et puis d'avoir quelqu'un aussi proche du club, Oui, ça permet de prendre conscience de certaines choses dont on se doute pas de l'extérieur. totalement. C'est Moi, la lettre, ça m'avait pas impacté comme tu nous la racontes et en fait, quand tu l'expliques, on comprend mieux en fait plutôt que nous la lire sur X, on comprend ouais. l'impact qu'elle a et non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis merci à toi Nico de t'être libéré du boulot. Et merci Mine de Emilien, rien, comme tu d'habitude, c'est toujours un plaisir. et puis, bah, écoutez les gars, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur MLS Time pour, cet épisode était certainement l'avant-dernier. Il y en aura un dernier, pour faire un tour de toute la saison et de la fin des playoffs et après on se retrouvera, j'annonce aujourd'hui, je vais faire moi aussi une trêve et je reprendrai les épisodes début février, voilà.